Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir Monsieur Guillaume Ngefa Atondo Kwandali. Excellence, c'est proscrit, Monsieur le ministre d'État. Vous êtes juriste congolais formé à l'Université de Kinshasa. Et pas seulement, vous avez fait la Columbia School of Law aux États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, actuellement, vous êtes le fondateur de l'Azado. Je pense que l'Azado est, elle, bien plus connue que vous. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et pour le reste, vous avez travaillé comme fonctionnaire international dans les systèmes des Nations Unies, spécifiquement pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous revenons de Genève. Et après Genève, vous étiez, et vous venez de revenir, de la province du Lualaba, où vous avez fait plus ou moins le tour des questions ou des sujets qui sont les vôtres. Ce soir, nous avons évidemment le privilège de vous recevoir pour la première fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité. On aura l'occasion non pas seulement de faire le point de vos priorités en tant que ministre d'État, ministre de la Justice, mais nous pourrons revenir sur les éléments saillants, notamment dans le cadre du front judiciaire, parce que comme nous aimons à les dire ici, dans les cadres de notre stratégie pour mettre fin à cette agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons plusieurs fronts. Et le front judiciaire a un nouveau commandant second, pour ne pas dire, c'est lui qui va principalement seconder le président de la République et la première ministre dans les traitements de ces sujets. Et donc ce soir, nous aurons l'occasion de vous entendre pour la première fois sur ce que sont vos priorités qui s'inscrivent évidemment dans le cadre du programme du gouvernement et des lignes directrices tracées par le président de la République. Nous pourrons évidemment revenir sur quelques sujets d'actualité parce que les journalistes sont bien curieux et surtout, vous aurez l'occasion de nous dire quelques mots sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous-même comme un expert en droits de l'homme, mais aussi comme cette fois-ci ministre de la Justice, y compris des actions à envisager pour être sûr que ceux qui gouvernent par crime et qui tuent tous les jours répondent de leurs actes. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez fraîchement du Lualaba, vous étiez à Lubumbashi avant. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement en quoi consistait votre séjour avant que nous puissions plonger dans les priorités de votre action à la tête du ministère de la Justice? Merci, Monsieur le ministre de la Communication. C'est vrai que c'est la première fois que je m'adresse à nos compatriotes à travers la télévision nationale en tant que ministre d'État, ministre de la Justice. Permettez-moi d'abord de remercier le président de la République et le Premier ministre pour m'avoir fait la confiance de diriger l'un des secteurs le plus important, le plus délicat de la nation. Et comme vous le savez, on dit toujours que la justice élève la nation et c'est important que, à travers ces mandats, nous puissions nous assurer que la justice est proche de la population. Donc, comme vous le savez, mon style va être celui d'être un ministre de la justice de la périphérie, qui doit faire en sorte que la justice soit proche de la population. Pour répondre assez rapidement à votre question, effectivement, après Genève, je suis allé directement dans la province du Haut-Katanga et Lualaba. L'objectif principal de cette mission, c'était justement de faire l'évaluation de la situation de l'administration de la justice dans ces territoires, mais aussi, étant donné les informations alarmantes sur les conditions de détention, et c'était important que je puisse moi-même toucher du doigt quelles sont effectivement les réalités. La réalité est que la situation de nos compatriotes qui sont en détention est très alarmante. Je donne juste un exemple. Dans la seule prison de Kassapa, qui a été construite depuis avant l'indépendance, qui héberge aujourd'hui plus de 2600, entre 2000 et 2700 détenus, on a prélevé 800 cas de tuberculose. Vous voyez, ça, ce sont des informations qu'on ne peut pas, à partir de Kinshasa, connaître.
Et il y a à peu près aussi 1800 et quelques d'autres détenus qui sont en train de recevoir le traitement préventif. Le seul cas de cette promiscuité, la promiscuité dans les lieux de détention aussi un problème. Et je pense qu'il y a lieu de considérer que nous pourrions avoir un programme d'urgence pour nous assurer que les compatriotes, et ça je l'ai dit aussi aux détenus, que les compatriotes qui sont détenus ne puissent pas être considérés comme des personnes qu'on envoie au mouroir. Ils doivent être, nous devons nous assurer que ces personnes-là sont réinsérées dans la société. Je me suis aussi rendu compte que dans nos lieux de détention, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. En dehors des maladies, mais il y a aussi la promiscuité en termes de détention, parce que vous trouvez des enfants avec leur mère, les femmes et les hommes dans une promiscuité insupportable. Et ça nécessite que nous puissions avoir un programme d'urgence pour adresser cette question et penser à reconstruire les détenus. Un point positif à Lualaba, ça c'est un cas d'école que nous devons absolument suivre, c'est que la gouverneure de Lualaba essaie de contribuer à renforcer l'administration de la justice dans son territoire. Il y a un financement qui est fait, les primes. Le gouvernement prend en charge les primes des magistrats pour pallier, disons, au maigre salaire que les magistrats reçoivent. Et l'ironie du sort est que la prime que le gouverneur accorde est plus élevée que les salaires des magistrats, ce qui est assez incroyable. Si nous voulons avoir une justice et qui est capable de contribuer effectivement à l'état de droit, nous devons absolument mettre des moyens pour les magistrats, des moyens pour ceux qui sont détenus et les personnels judiciaires. Et enfin, un autre phénomène que je dois aussi dire, c'est que le personnel judiciaire, dans les cas des Cassapa, où il y a à peu près 800 cas de tuberculose, ces personnes sont exposées non seulement à la sécurité physique, mais aussi exposées aux cas de maladie. Et quand je posais la question si ces personnels judiciaires avaient souscrit des assurances, il n'y avait pas d'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes peuvent être tombées malades du fait de leur travail et l'État n'est pas capable de les prendre en charge. Donc, je vais m'arrêter un peu ici en ce qui concerne les questions de détention. C'est la première descente effective à l'intérieur pour percevoir justement, parce que c'est aussi la volonté du gouvernement d'être sûr que les conditions carcérales sont bien améliorées. Mais, Monsieur le ministre d'État, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement de comment vous comptez justement appuyer le président de la République et tous les acteurs au niveau notamment du gouvernement ou du Conseil supérieur de la magistrature pour guérir les secteurs de la justice? Bon, je ne suis pas un médecin pour faire un diagnostic, mais c'est le peuple qui fait un diagnostic de la perception que le peuple a de notre justice. La perception de notre justice, c'est que c'est une justice qui manque d'indépendance, une justice où il y a beaucoup de cas de corruption, où il y a un déficit d'infrastructures et aussi le nombre de magistrats et des mauvaises conditions carcérales, comme je viens de les décrire. Et tout ça fait que les conditions propices pour avoir une justice indépendante, crédible, restent à améliorer. Et moi, ma politique, qui s'inscrit dans la politique du gouvernement, parce que je n'ai pas une politique en matière de justice, j'applique la politique du gouvernement. D'abord, en termes de priorité, je crois que je dois d'abord lutter contre la corruption. La corruption, c'est vraiment une priorité numéro 1 en ce qui me concerne. Et pour lutter contre la corruption dans les secteurs de la justice, je dois collaborer et travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature. Lors de ma première réunion avec le Conseil supérieur de la magistrature, j'ai soulevé la question de la corruption au sein de la magistrature. Et je me suis rendu compte
après les explications données par le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'il y a une commission de discipline qui existe. Il y a déjà des sanctions qui avaient été prises, notamment la prise à partie, et qu'il y a quelques magistrats qui ont été condamnés, ainsi de suite. Et je pense que cela ne suffit pas parce que cette perception que la population, nos compatriotes, a de la justice doit s'améliorer. Donc il faut des sanctions. Et quand on parle de la corruption dans le secteur de la justice, c'est pas seulement le magistrat, c'est la chaîne judiciaire. Et quand je parle de la chaîne judiciaire, il s'agit des avocats, il s'agit du personnel, des greffiers, des secrétaires de parquet, des huissiers. Tous ces mondes-là font partie y compris les avocats. Et là, je crois que je dois le dire pour que les compatriotes le savent aussi, parce que c'est important que je puisse le dire. En matière de contentieux, vous savez, l'État est victime d'une mafia bien organisée. Vous voyez, les avocats qui représentent la République, parce que comme vous savez, s'arrangent avec les avocats des partis adverses pour faire condamner l'État à payer des sommes qui valent jusqu'à des millions de dollars. Et j'ai décidé, la première chose que je vais faire, c'est aussi mettre de l'ordre pour les avocats de la République. Le processus va être très transparent pour que les avocats de la République, ceux qui vont représenter la République, puissent venir des cabinets où il y a l'éthique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que les avocats qui vont représenter la République doivent avoir la compétence dans les domaines où ils vont représenter la République. Et enfin, bien sûr, puisqu'il s'agit aussi des cas de corruption, nous n'hésiterons pas à référer ces cas de corruption, de mauvaise conduite au barreau, parce que le barreau a des commissions de discipline, etc. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut le dire. La deuxième priorité pour nous, c'est le renforcement de l'état de droit, comme vous savez, contre les déserts judiciaires. Nous allons préparer, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, une cartographie, n'est-ce pas, de besoins de la justice. Parce que, comme vous le savez, les premières juridictions qui ont été créées, y compris les prisons, c'était les prisons à l'époque où les provinces, c'était les anciennes provinces. Aujourd'hui, on a 26 provinces, donc du coup, lorsqu'on crée des nouvelles provinces, il n'y a pas d'infrastructure. Par exemple, en ce qui concerne les prisons des districts sont devenues aujourd'hui des prisons de province. Donc la capacité d'accueil ne correspond pas aujourd'hui aux nouvelles, etc. Troisième priorité, je l'ai dit, c'est l'amélioration des conditions de détention carcérale. Je ne reviens pas puisque, comme je l'ai dit, les situations étaient très inacceptables. Et bien sûr que cela demande à ce que nous puissions continuer les réformes. Et l'une des réformes les plus importantes pour nous, ça va être adopter des lois essentiellement de la lutte contre la corruption. Et la lutte contre la corruption va aussi faire en sorte que nous puissions améliorer le climat des affaires et bien sûr envisager la possibilité aussi pour que les sociétés minières, ça c'est un exemple aussi que j'aurais pu le dire, j'ai constaté par exemple au Katanga, disons au Katanga et à Lualaba, c'est que les sociétés minières commettaient des infractions environnementales. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Et donc, ça affecte les populations locales. Donc, ce n'est pas en conformité avec le code minier et aussi en violation de lois de la République. Et c'est important que les cahiers des charges de ces sociétés-là soient effectivement à respecter. J'ai eu l'opportunité de parcourir assez rapidement le rapport de la Cour de comptes. Vous allez vous rendre compte que la majorité de ces sociétés, certains qui sont basés au Katanga, ne payent pas des redevances minières. Donc, l'État perd. Ou bien il paye, si elle paye partiellement. Et il n'y a pas de sanctions, parce que certains d'entre eux sont effectivement protégés. Donc, c'est important
que lorsque nous devons faciliter le renforcement d'un environnement propice aux affaires, il en est aussi une obligation pour les sociétés de se conformer à notre législation. Le réforme législation, c'est aussi la création du parquet financier. Je pense que ça va être une grande innovation. Ça a été fait avant que je ne vienne. Je trouve que ça, c'est un projet assez important pour le climat des affaires. Et puis, bien sûr, enfin, nous devons, en ce qui me concerne, moderniser l'administration de la justice. À cet égard, mes efforts vont être pour que nous puissions digitaliser les systèmes. Quand j'étais à Kolwezi, je suis allé visiter la cour d'appel. J'ai trouvé carrément dans un KGB le greffier pénal, le greffier civil, dans un petit local, et les dossiers judiciaires étaient par terre. C'était choquant pour moi. Et je posais la question, est-ce que vous avez un système, si par exemple il y a un incendie, comment vous allez protéger les dossiers de ces personnes? Et l'exemple le plus qui illustre un peu cette situation, c'est que nous avons aujourd'hui à Kassapa 62 détenus dont on ne connaît pas les statuts juridiques, pour la simple et bonne raison que en 2020, il y a eu incendie, donc incendie des dossiers, et donc il n'y a pas eu tout ça n'était pas digitalisé, donc par conséquent les dossiers sont perdus. Ces cas de 62 personnes détenues demandent à ce que nous puissions assez rapidement prendre une décision pour clarifier leur statut. Pour le reste, je pense que je vais peut-être m'arrêter ici. Évidemment. Et permettre à tout le monde de me poser des questions. Avant que nous puissions prendre les questions des professionnels des médias, vous êtes connu, hein, c'est toute votre vie, défenseur des droits de l'homme. Je ne parle pas des droits humains, je parle des droits de l'homme. Peut-être que vous nous expliquerez la nuance. Alors, nous suivons tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. À Genève, on a eu l'occasion d'en parler en marge de la 60e assemblée, session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Quelles sont les actions urgentes envisagées? Parce qu'on a vu que ceux qui gouvernent par crime veulent s'amuser à être des bourreaux qui administrent la justice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire globalement sur ces sujets avant que nous puissions répondre à des questions spécifiques de professionnels des médias? Vous savez que la justice congolaise est compétente pour connaître toutes les infractions, tous les crimes qui se commettent sur son territoire. Et dans ma mission, je ferai en sorte que les violations graves des droits de l'homme, du droit international humanitaire, qui sont les crimes au regard du droit pénal international, aussi de notre propre législation, sans égard aux personnes qui ont commis ces infractions, ils seront poursuivis. Je n'hésiterai pas un seul instant d'ouvrir, de donner des instructions pour qu'on ouvre des enquêtes pour toutes les personnes, y compris les troupes étrangères. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que on n'a pas été courageux, comme État, de poursuivre les crimes qui sont commis par les troupes rwandaises sur notre territoire. Ce que nous avons fait, c'est poursuivre les autres personnes, mais pas les troupes rwandaises. Donc, pour nous, la première chose va être que, le plus rapidement possible, que la justice ouvre des enquêtes sur les crimes qui ont été commis sur notre territoire. Je pense à ce qui s'est passé à Rutshuru, dont 140 de nos compatriotes ont été effectivement tués. Je pense aussi au massacre de Kishishe. Et ça ne peut pas rester impuni. Mais parce que vous parlez des troupes rwandaises, Monsieur le ministre d'État, est-ce que notre justice est compétente? Oui, nous avons la souveraineté de l'administration de la justice dans notre pays. Donc, nos cours et tribunaux sont compétents pour ouvrir les enquêtes. Mais ce que nous devons faire aussi, c'est donner des moyens à nos procureurs, à ce qu'ils puissent ouvrir des enquêtes, parce qu'il s'agit des enquêtes assez complexes.
qui nécessitent une certaine expertise, qui nécessitent aussi expertise dans la manière de collecter des informations, ainsi de suite. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, il est établi que des crimes graves ont été commis sur notre territoire, attestés par les différents rapports des instances internationales, y compris le récent rapport produit par le Fact-Finding Mission de la mission d'établissement de fait du Conseil des droits de l'homme. Et le rapport est clair. Les crimes ont été commis, la responsabilité du Rwanda et des troupes rwandaises a été établie. C'est sans équivoque. Question liée au droit congolais, et cela tient à votre casquette de juriste. La pratique des primes d'arrestation ou de la mise à prix de personnes recherchées par les autorités judiciaires est-elle expressément consacrée par la loi? Je termine par votre mission à Genève, où vous avez porté le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Quelle portée concrète a eu cette démarche sur la scène internationale et quelles sont les prochaines étapes? Votre question relative aux États généraux, aux conclusions des États généraux. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs États généraux dans notre pays, dont le dernier, le rapport doit être encore finalisé, puisque certains acteurs ont pu contester certaines recommandations, la façon dont le rapport a été effectivement rédigé. Une fois que cela va être finalisé, il y a des bonnes recommandations et nous ne manquerons pas de les appliquer, parce qu'il s'agit de la continuité effectivement de l'État. En ce qui concerne la construction de lieux de détention, puisque la majorité des lieux de détention ont été construits avant l'indépendance, 48, 52, 59, conçus pour abriter quelques individus, quelques détenus. Aujourd'hui, ça abrite des centaines de nos compatriotes dans des situations très inhumaines. Il y a un programme de construction, effectivement, de prisons. Une mission du secrétariat général du ministère avait fait un travail de l'évaluation de besoins et de construction, et ça existe. Donc il y a les priorités. Et il y a eu déjà des soumissions, ça a été approuvé là, par exemple dans la ville de Kinshasa. Je pense qu'il y a un projet de la construction d'une prison à Maluku. Il y a pour l'établissement de jeunes en conflit à Mbeseke-Fouti, et puis il y a encore une autre prison qui doit être construite vers la cité ex-Mama Mobutu, etc. J'ai eu connaissance de ces projets. Je pense que comme ce sont des projets qui ne posent pas problème, puisque la procédure a été régulière, nous allons essayer maintenant de pousser pour qu'on puisse assez rapidement commencer la construction. En ce qui concerne la prison de Makala, il y a une possibilité. Nous avons acquis, pas moi, nous avons acquis comme ministère un grand terrain à Maluku avec 100 hectares où on peut effectivement construire les prisons pour les femmes, pour mineurs et aussi les prisons générales, etc. Et je pense que ça a été budgétisé dans cette année pour le budget 2025-2026. Bon, une fois que nous recevons ce budget, je pense que la construction de la prison pourrait effectivement commencer. En ce qui concerne ce que vous voulez, les rançons, j'aimerais être très clair ici. Je ne me rappelle pas, puisque avant j'étais aussi avocat, je ne me rappelle pas dans notre législation une jurisprudence qui démontre que ni le code pénal, ni le code de procédure pénale, encore moins le code militaire, n'a donné la possibilité à notre État de demander des primes à la recherche d'une personne, etc. C'est illégal. Et donc, vous savez qu'un ministre ne peut poser des actes qui engagent l'État légalement seulement en vertu de la loi financière et budgétaire. Et je ne me rappelle pas que dans notre budget, il y a eu une rubrique dédiée à lancer
disons, les appels de rançon pour les individus. Donc, ça, je pense que c'est plutôt une affaire personnelle qui n'engage pas le gouvernement. Nouvellement être installé, sur votre table, vous avez trouvé des dossiers. Alors, il y a certains dossiers qui ne sont pas encore digérés. Et j'aimerais ici parler d'un cas particulier. Il s'agit de quelqu'un qui est en train de trimer encore jusqu'à aujourd'hui au niveau de la prison centrale de Makala. Je parle de Jacques Ndala. Vous êtes ministre de la Justice. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Si oui, qu'est-ce que la justice peut faire aujourd'hui pour que ces citoyens puissent bénéficier de la clémence de la justice? Ça, c'est un. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, au-delà d'être activiste, politicien, politique, président d'un parti politique, Jacques Ndala fut aussi chroniqueur. Il a exercé ces métiers que nous aimons tant, le journalisme. Quels sont les mécanismes ou encore quelles sont les actions que vous, en tant qu'ancien collègue de Jacques Ndala, vous préconisez pour que ces messieurs soient aussi soutenus et qu'ils bénéficient aussi un peu vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Merci beaucoup. Dire quelques mots là-dessus de manière plus précise, mais lorsque nous avons personnellement vu les alertes sur les réseaux sociaux, nous en avons parlé. Nous étions à Genève et je pense que le ministre a demandé non pas seulement le renseignement qu'il fallait, mais je crois qu'il y a des actions qui ont été entreprises dans le cadre de la prise en charge que son État requiert. Je vais laisser le ministre d'État donner davantage d'éléments à ses propos. Et peut-être que je pourrais revenir avec un commentaire, si Monsieur le ministre d'État. Oui, je pense que vous avez déjà donné la bonne réponse. Effectivement, nous avons été alertés par les réseaux sociaux. Et la première action que j'avais prise, c'est de demander à mon cabinet d'avoir l'information requise et de s'assurer que le détenu Ndala a accès aux soins de santé. Et ça, c'était important. Il a été pris en charge au niveau de l'hôpital. Et je n'aimerais pas ici vous dévoiler son rapport médical. Il y a un saut de confidentialité. Mais tout ce que je peux vous dire, qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que c'est toujours dans le cas de la corruption. Les familles payent des gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères sur la liste de personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste soit retournée, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement, ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Vous dites que vous serez le ministre de la proximité. Dans votre secteur, depuis le mois de mars, le président de la République a nommé 2500 magistrats qui galèrent depuis 6 mois. Ils n'ont pas été notifiés, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été déployés, alors que dans les 145 territoires, il y a des tribunaux de paix quasiment obsolètes parce qu'il y a cette carence des magistrats.
Sans oublier qu'avant le mois de mars, il venait déjà de passer 1 an de galère à Kinshasa parce que, invité ici par le Conseil de la magistrature, ma question est de savoir quand seront-ils payés et qui bloque leur paiement. Vous parliez des avocats de la République, messieurs les ministres. C'est une mine d'or. Des millions de dollars qui sont payés aux avocats sur des affaires peu médiatisées ou soit médiatisées. Dernier en date, le procès Kabila, 2 400 000 $ seront payés à 4 à 5 avocats. Déjà, dites-nous, vous avez déjà payé ces 2 400 000 $ ou allez-vous réellement payer ces 2 400 000 $? Merci. En ce qui concerne les avocats de la République, je dis clairement que je vais lutter contre la corruption. Quand je suis arrivé, j'ai pris fonction, j'ai trouvé que les avocats de la République, c'était un secteur où il y avait beaucoup de cas. On va mettre de l'ordre on va choisir des avocats qui vont représenter la République, qui ne vont pas être des connivences avec les partis adverses pour faire condamner la République à payer des millions. Ça, pour moi, ça c'est très clair. C'est très clair. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je refusais de signer de documents pour payer certains avocats dont je ne voyais même pas, il n'y avait pas de rapport d'audience et je ne voyais pas pourquoi on doit le payer. Il faut faire une évaluation. Donc on va faire certainement une évaluation. Parce que si nous voulons aider le président de la République, si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il faut que nous puissions avoir des règles de transparence. Ça c'est clair pour moi. S'agissant de paiement, bon, ça a été fait avant moi, mais je n'ai pas vraiment l'information sur cette question puisque les avocats ont été désignés avant. C'est pas pour ça. Mais je vais essayer de le voir. S'agissant des magistrats, oui, il faut reconnaître que ça c'est positif. Le fait qu'on a nommé plus de 2500 magistrats pour durer. Maintenant, c'est l'opérationnalisation de cette nomination qui pose problème. Il faut créer des conditions, des moyens. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, certaines juridictions étaient des juridictions de tribunaux de paix. Maintenant, ils doivent être érigés en cour d'appel. Et donc, ça demande, il faut qu'il y ait des bâtiments, il faut qu'il y ait des moyens, etc. Donc, mon rôle aussi, durant ma mission, j'ai pu discuter avec les autorités des lois là-bas, par exemple pour la cour d'appel, pour qu'on puisse effectivement donner un autre bâtiment en attendant que le nouveau bâtiment qui est entré en construction pour la cour puisse effectivement terminer. En ce qui concerne le besoin réel pour que la justice soit une justice de proximité, il faut au moins 10 000 magistrats. Vous voyez? Donc ça demande à ce que nous puissions avoir un budget spécial. Vous voyez? Un budget spécial. En dehors de ça, il y a la question de la sécurité. Tu vois? Donc le moyen propice pour déployer les magistrats, pour qu'ils soient dans les conditions pour dire le droit, ça c'est une question. Et je suis en train de m'y pencher, parce que c'est moi qui conduis la politique gouvernementale en matière de justice, et de concert avec le Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est aussi de notre responsabilité, pour que nous puissions voir comment progressivement on peut adresser cela. Et il sera difficile, dans l'état actuel, par manque de moyens, de déployer 2500 immédiatement, etc. En matière de formation, c'est une priorité pour nous aussi. On ne peut pas déployer des magistrats qui sortent d'université seulement avec des connaissances théoriques. Vous voyez, il faut de formation. Et je pense qu'avec l'Institut de formation judiciaire, nous allons nous assurer qu'il y aura des formations bien déterminées, ainsi de suite. Même des formations spécialisées. Je vous ai dit que, par exemple, au Katanga et à Lualaba, les juges et les avocats n'ont pas de formation appropriée pour traiter certains crimes. Donc il faut des formations. Donc la formation va être priorité pour nous.
petit microbe sur ton bicross. Yama. Ce qu'on veut c'est devenir